Alors, il faut savoir que seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Les terrains et les bâtisses avec titre foncier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, certaines banques ou certaines institutions de microfinance ont tendance à demander même des bails. Parce que c'est une façon quand même de pouvoir rapidement, bon, comme maintenant il y a une loi qui permet de régulariser même le titre bail en titre foncier. Donc les banques sont beaucoup plus souples dans les conditions de... OK? Alors il y a ce qu'on appelle ici l'épargne bloquée. Alors l'épargne bloquée, c'est une sorte d'apport personnel. Hein? Alors dans la microfinance, on parle d'épargne bloquée en garantie. Mais lorsque vous êtes dans la sphère bancaire, on parle d'apport personnel. Alors, dans tous les cas, c'est le même format. Hein. Donc, vous mettez, vous constituez, n'est-ce pas, un montant, n'est-ce pas, avant l'octroi, n'est-ce pas, du crédit. Celle-ci ne sera disponible qu'après avoir remboursé le prêt. OK? Le crédit est à 10 millions, vous demandez, la banque va vous demander de mettre 20%. Donc, ici, l'apport personnel, c'est combien? 2 millions. Ces 2 millions-là constituent une épargne bloquée. OK? Donc, on va le garder, mais vous n'allez pas le toucher jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur les types de caution, ce qui nous permettra de pouvoir maintenant terminer par ce que disait notre camarade de tout à l'heure, la finance islamique. Les tontines également, c'est d'autres possibilités. Et vous donnez un peu la liste des fonds. C'est une liste non exhaustive. Hein, OK? Alors, la liste de cautions qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les engagements par signature. Les engagements par signature. C'est-à-dire, ici, c'est la banque qui vous vend sa signature. Elle s'engage donc à prendre la responsabilité de rembourser, de payer lorsque vous êtes défaillant. C'est ce qu'on appelle l'engagement par signature. L'engagement par signature, ici, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de lettre de confort. Hein? Une lettre de signature que la banque vous donne lorsque vous ne respectez pas les conditions d'exécution d'un marché ou lorsque vous voulez quand même soumissionner en marché, il vous donne ce qu'on appelle une caution de soumission, ou lorsque celui, n'est-ce pas, qui vous a donné le marché tarde à vous payer. Donc c'est un engagement de signature. On l'appelle les engagements par signature. Et parmi les engagements par signature, on a ce qu'on appelle la caution de soumission. Je les envoie juste pour les auditeurs. Tout de suite. Parmi les engagements par signature, on a ce qu'on appelle la caution de soumission. Elle garantit au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est qui? Hein? Si on prend le cas du programme, par exemple, je veux que mon cher ami imprime, n'est-ce pas, des t-shirts au programme. Ici, le maître d'ouvrage, c'est le programme, le PJGN, OK? La capacité de l'entreprise à contracter en cas d'adjudication, excusez-moi, moyennant le paiement d'une prime par celle-ci. Alors, ça veut dire quoi? Je vous donne maintenant ma signature en tant que banque. Lorsque cette entreprise va soumissionner et quand elle va gagner le marché, OK? Donc, quand elle va gagner le marché, cette entreprise, n'est-ce pas, sera capable de l'exécuter. Donc, ici, elle garantit au maître d'ouvrage la capacité de l'entreprise de pouvoir exécuter le marché. Donc, à contracter. Contractualisation, ici, c'est sur la base de la finalisation du
du contrat. Donc c'est une entreprise qui est capable de soumissionner au marché. Ok, maintenant, il faut savoir que quand vous voulez que la banque accepte de donner son engagement de signature, il y a une prime à payer à la banque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une prime de caution de soumission. Parce que vous engagez la responsabilité de la banque. Donc, j'écris un papier sur lequel je mets telle entreprise est capable, n'est-ce pas, de soumissionner à cet appel d'offres-là. Et que quand il va gagner, elle est capable de l'exécuter. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi on parle d'engagement par signature. Vous engagez la responsabilité de la banque. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas de l'argent que la banque donne, mais elle engage sa responsabilité. Ça a un coût. Et la banque va vous demander justement les primes. On va revenir sur les autres coûts. Alors, quels sont les secteurs qui sont ciblés? Souvent, c'est des entreprises ou organisations qui souhaitent soumissionner dans le cadre d'un avis d'appel d'offres par l'obtention d'un marché. Si les BTP, les fournisseurs de biens et services, les cabinets de consultance, je pense qu'il y en a ici, les sociétés d'intérim, les courtiers d'assurance, etc. Oui? C'est bon, vous lui avez envoyé le mail? Monsieur Diop? Oui? Vous lui avez envoyé le mail? Oui, je l'ai envoyé. Je viens juste de lui envoyer. Avec le nombre de copies à faire. D'accord, oui. Je l'ai envoyé. Voilà, vous lui dites en même temps le nombre de copies. Ah oui, le nombre de copies. Oh là, voilà. Je vais préciser ça. Je ne sais pas le nombre, c'est combien ici? Vous me dites juste le nombre. Hein? En combien? 50 ou... Est-ce que vous faites 50 ici? Hein? 60 ou... Bon, 60, 70. Chacun doit avoir une copie. Hein. Donnez-moi une idée estimative pour qu'on ne perde pas trop de temps. Juste au niveau de la liste de présence. Voilà, vous prenez la liste de présence et vous comptez. En 90 copies. Hein. Pour les autres qui suivent en ligne, on va poster ça. Voilà, on va poster ça tout à l'heure. OK. Voilà, merci. Alors, donc le coût de la caution. Alors, c'est pour... Oui, allez-y rapidement, oui. L'argent que la banque va mettre, si jamais l'entreprise ne réussit pas à tout gérer par ses propres fonds, ce sera sous forme de prêt ou Ah oui, c'est ça. Un prêt, oui. avec un taux déjà fixe. Oui, absolument. C'est une autre procédure. C'est-à-dire, ici, il faut juste savoir que c'est une sorte d'assurance ici. Vous voyez un peu? Maintenant, quand vous ne pouvez pas exécuter, la banque va s'engager à payer. Mais vous, il y a un coût également. Le coût est là. C'est le coût là. OK? Alors, le coût de la caution de soumission, ça aussi, c'est des benchmarks qui ont été effectués sur la base du marché. Hein, OK? La commission nette ici, c'est à 2% en général de la valeur du marché. Donc, si le marché est à 1 milliard, vous allez payer une commission de combien à la banque? 20 millions. Vous voyez un peu? Mais également, c'est une lourde responsabilité pour la banque. Les frais de dossier d'ouverture selon l'établissement de crédit. Donc ça, il faut s'informer parce qu'il y a des frais, parce que c'est une ligne, n'est-ce pas, ligne, n'est-ce pas, de crédit, de signature que la banque, n'est-ce pas, vous offre. Alors, le dépôt ici est, on n'exige pas de dépôt ici, hein, ok? Donc c'est égal à 0. La commission, toute taxe comprise, c'est la commission nette, plus les frais d'ouverture, plus une taxe. Hein. La taxe est payable pour l'État. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas gratuit. Hein? Hein? Rien n'est gratuit.
Hein? Non, c'est la taxe sur les opérations financières. Oui, 17% ou 18%, je ne sais plus. 17%. Les frais d'ouverture, en fait, c'est variable. Hein? OK, mais il y a ce qu'on appelle le montant flat, le montant maximal qu'on ne peut pas dépasser, quoi. Ah, ça dépend des types également des montants et des types de... Voilà. Je ne peux pas vous dire, mais ça fluctue. Hein. OK? Ça, il faut voir les conditions de banque. Mais il faut vraiment dire le montant à cautionner et également le type de marché aussi. Parce qu'il y a des marchés qui sont plus risqués que d'autres. Surtout le marché des BTP, la caution est beaucoup plus importante. La caution de bonne exécution, engagement d'une institution financière destinée à garantir toutes les obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur. Qualité, quantité, délai, jusqu'à la réception provisoire ou définitive des travaux. Ça veut dire quoi ici? C'est un engagement pour la banque de se dire que même si l'entrepreneur ne finit pas son chantier, alors qu'il avait reçu, n'est-ce pas, un acompte, moi je pourrais vous rembourser cet acompte-là. S'il ne respecte pas les délais et qu'il doit payer une pénalité, moi je suis prêt à payer une pénalité. Vous savez, il y a des normes au niveau des marchés publics. Hein? Au niveau des marchés, il y a 3 normes. Donc il y a des exigences en termes de normes, en termes de qualité et en termes de délai. Et donc ici, la banque pourrait s'engager à dire que si l'entrepreneur ne respecte pas les normes de délai, de quantité et de qualité, moi je suis prêt à rembourser. Ça rassure celui, n'est-ce pas, qui vous a donné le marché. Okay? Donc ça a un coût. Ok? Ça a un coût. Est-ce qu'il y a des gens qui comptent soumissionner à des marchés, même public, privé? Pour vous, le marché de qui? Hein? De Auchan. Ah, super. Super, très bien. Mais est-ce que Auchan ne développe pas sa propre ligne de chaîne de distribution ou de production? Je pense qu'ils sont en train de... Ils sont en train de voir pour ça. Ils étaient... Oh, dans le site, ça c'est une façon. Je pense qu'ils sont en train de développer. Ils sont en train de développer ça. Vous avez rencontré qui? Oh, ils sont en train de développer leur propre chaîne de, leur propre chaîne de production. Oui. C'est juste pour... Ils ne vous ont pas demandé le prix, votre prix? En tout cas... C'est des techniques. Hein? Ouais. Alors, la tarification pour cette caution de bonne exécution, donc la prime à payer, c'est un montant, n'est-ce pas, pour avoir cette caution de bonne exécution. La commission nette, minimum 3% par trimestre du montant de la caution. Parce que ça peut être sur une durée assez longue. OK? Les frais de dossier selon le SFD et les institutions de financement. La commission, toute taxe comprise, alors c'est la commission nette plus les frais de dossier plus la taxe. Alors il y a une exigence complémentaire. On demande une domiciliation irrévocable du marché. C'est comme la domiciliation du salaire. Hein. On vous demande de domicilier ce marché-là. OK. Deuxième chose, la garantie réelle, si le montant est important. Ça veut dire qu'au-delà même de la caution de bonne exécution, on peut vous demander d'hypothéquer. Parce que c'est une lourde responsabilité. Hein. Si vous ne respectez pas les délais, la quantité, la qualité, la banque est prête, n'est-ce pas, à rembourser à celui qui vous a donné le marché. C'est une très lourde responsabilité. Aucun entrepreneur ne peut s'engager sur ces 3 normes-là à 100%. Le dépôt, on vous demande 5%. 5% bien sûr de la valeur du marché. Donc ça, c'est des informations vraiment actuelles que... Oui, allez-y. Le dépôt, ce n'est juste un montant qu'on bloque, dont vous ne pouvez pas accéder. Donc c'est une sorte, n'est-ce pas, d'épargne bloquée. Okay? Vous n'allez pas toucher à ce montant-là tant que
il n'y a pas quand même maturité quand même du crédit. OK? OK? C'est ça. C'est une sorte d'apport personnel, mais qui sera bloqué sur la durée du crédit. OK? Il y a ce qu'on appelle la caution d'avance de démarrage. Je pense que tout à l'heure, un intervenant avait posé cette question. Cette caution garantit au maître d'ouvrage le remboursement de l'avance de démarrage ou l'exécution du marché à hauteur du montant de l'avance. C'est-à-dire ici, quand on pense que vous ne pouvez pas exécuter le marché, OK? Et quand vous avez donné, n'est-ce pas, une avance de démarrage, ici, la banque vous offre, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir cette caution sous forme de lettre de confort. OK? Et ça, c'est une aisance également que le maître d'ouvrage peut avoir. Donc, être sûr que quand l'entrepreneur prend son avance et qu'il ne démarre pas, la banque s'engage à rembourser au maître d'ouvrage. Et les cibles ici, c'est les entreprises et organisations qui souhaitent disposer de fonds supplémentaires pour financer le démarrage de leur chantier. Alors, dans cette caution d'avance de démarrage, il y a deux faits. Il y a la lettre de confort, mais également il y a la possibilité pour la banque ici de mettre à la disposition de l'entreprise des fonds. C'est une sorte donc de découverte qui ne dit pas son nom. Okay? Donc il y a deux faits dans la caution d'avance de démarrage. Il y a la lettre de confort, l'engagement de signature, mais il y a la possibilité également, quand vous n'avez pas la liquidité nécessaire, la banque peut vous avancer ça. OK? La commission nette ici, c'est 3% par trimestre. Les frais de dossier, c'est selon l'institution de crédit. La commission ici, c'est bien sûr les frais classiques. Hein. Alors, on va terminer avec le cautionnement de retenue de garantie. Alors, cet engagement rend possible le paiement intégral des travaux réalisés sans aucune retenue de garantie de la part de vos clients et vous évite ainsi une perte de trésorerie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans un marché, il y a plusieurs phases. OK? Il y a la phase de démarrage, il y a la phase d'exécution et il y a la phase de fin d'exécution. OK? Souvent, la phase la plus difficile pour une entreprise qui soumissionne, c'est la phase de fin d'exécution. Surtout quand vous êtes dans des chantiers où il faut une vérification des spécifications techniques, on fait appel même à des organismes de Veritas, etc. C'est un peu compliqué. Ça peut prendre du temps. Et le problème, c'est que souvent, il y a une retenue qui est faite, n'est-ce pas, à l'entreprise avant de lui donner tout. C'est-à-dire la retenue là, c'est pour être sûr que si on fait les vérifications et que ça ne marche pas, cette retenue ne sera pas remboursée. Et donc, pour faire face à ça, certaines banques proposent cette caution de retenue de garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si vous n'avez pas l'intégralité, n'est-ce pas, des paiements, la banque peut vous avancer de l'argent, OK? Ce qui vous permet d'avoir une trésorerie supplémentaire, et donc, en attendant, de pouvoir récupérer la retenue qui a été faite par le maître d'ouvrage. OK? Donc, ça vous donne ici plus de liquidité. Mais au cas où le remboursement n'est pas fait. Okay? Ici, la tarification, c'est, voilà, vous voyez, c'est des commissions, des dépôts de 5%, la domiciliation irrévocable, la garantie réelle si le montant est important. Voilà. Alors, il y a un point peut-être important pour certains qui vont aller dans le crédit documentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui seront dans l'exportation, l'importation? Il y a ce qu'on appelle le crédit documentaire. Non? Hein? Il n'y a aucun ici. Mais vous ne pesez pas sur la balance commerciale, là. C'est grave, hein? Hein? Il n'y a aucun qui compte même faire de l'import-export. Non, export. Oui, les deux, ça peut être import-export. Hein? Export, oui. Export, très bien, super. Et alors, oui? Si vous faites de l'import, ça veut dire que vous aurez plus à demander des marchandises ou des matières premières.
Est-ce que vous avez la liquidité qui vous permet de faire ça? Pas forcément, voilà. C'est l'intérêt quand même d'avoir le crédit documentaire. Alors le crédit documentaire, ce n'est rien d'autre qu'un engagement pris par la banque de l'importateur de garantir justement à l'exportateur le paiement des marchandises contre la remise des documents attestant de l'expédition et de la qualité des marchandises prévues au contrat. Autrement dit, pour être plus simple, vous êtes importateur, vous voulez importer des marchandises des États-Unis ou de la Chine. Vous dites à votre banque que moi, je vais acheter des marchandises, je n'ai pas de l'argent. OK? J'aurai de l'argent plus tard lorsque je vais récupérer ces marchandises et je vais les vendre. Vous ne connaissez pas l'Américain parce que l'Américain, il ne connaît pas le promoteur sénégalais. Ce qui l'intéresse, c'est la transaction. Et vous demandez à votre banque de payer pour vous. OK? Donc la banque, votre banque, va donc contacter la banque, n'est-ce pas, de l'Américain. OK? Et donc, il va lui dire que je m'engage à payer dès l'instant où je reçois la marchandise au Sénégal, ou si ça vient au port autonome de Dakar, tel jour. Et si cette marchandise respecte un peu les conditions de qualité et de quantité, il y aura juste une vérification à faire. Je vais déclencher la procédure de paiement. Attendez. Ah bon, ça, on a réglé ça. C'est-à-dire, on pense que vous avez fait la prospection. Ici, je vous parle juste du paiement entre les banques. Vous voyez un peu? Vous avez déjà fait la prospection, vous avez visité les États-Unis, la Chine, vous avez identifié votre marchandise, mais il reste juste à expédier. Il faut que maintenant, que lorsque la marchandise va arriver à Dakar, qu'on puisse quand même mettre tous les documents, le connaissement, etc. Tout. Et on va vérifier en quantité et en qualité si la marchandise est OK. Et à ce stade maintenant, votre banque va envoyer le paiement à la banque de l'Américain. Maintenant, votre banque va se retourner vers vous parce que vous ne l'avez pas encore payé. Et comment maintenant les banques vont se faire rembourser? Ils vont utiliser une technique. OK? Une technique qu'on appelle la technique de relâche. Relâche, R-E-L, accent circonflexe, C-H. La technique de la relâche, du relâche, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à se dire que la marchandise est à 100 tonnes. 100 tonnes. Alors, 100 tonnes maintenant vont être stockées au niveau du port autonome de Dakar. Maintenant, ce que je vais faire, comme vous n'avez pas encore d'argent, vous m'avez dit que vous n'avez pas encore d'argent, je vais libérer 20 tonnes. Vous allez vendre. Et quand vous vendez, vous allez virer ça sur votre compte. Une fois que vous virez sur votre compte maintenant les 20 tonnes, maintenant je vais libérer encore 30 tonnes. Vous voyez un peu? C'est des conditions de relâche. Et on va faire de même. Vous vendez, vous créditez votre compte. Je libère. Vous faites ça jusqu'à la fin. Comme ça, l'opération, n'est-ce pas, de crédit documentaire est finalisée. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui font ça et ça ne leur coûte rien. Wow, si c'est une voiture, ça peut être plus difficile. Parce que si c'est une voiture, les conditions de relâche sont beaucoup plus... Peut-être que si c'est en quantité. C'est en quantité. Vous voulez parler des voitures en quantité? Une seule voiture, bon, c'est un peu difficile quand même. Il faut avoir des garanties qui permettent à la banque de considérer ça, que ça peut être une opération couverte, quoi. Et je sais qu'au Sénégal, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'entrepreneurs qui sont dans l'urée, dans l'engrais, dans les autres matières premières, qui font ça. Oui. Question en ligne. Oui. Il y a M. Sarr qui demande. Il dit, par exemple, si nous n'avons pas donné une garantie pour le paiement et le jour venu, que cette garantie, qu'on l'a perdue. Est-ce qu'on va la perdre, non?
Oui. Oui, bon, a priori, on ne peut pas dire qu'on perd la garantie, mais on risque de perdre la garantie. Pour la simple raison que si vous ne trouvez pas de fonds qui permettent de couvrir l'impayé, la première procédure de la banque, c'est de pouvoir transmettre le dossier au service contentieux. Et à charge maintenant au service contentieux de rapidement de déclencher la procédure judiciaire. Oui, en fait, il dit quels sont les risques en cas de non-respect du paiement des garanties. Oui, oui, en fait, de non-paiement de garantie. Oui, des garanties, oui. Alors, Les risques à courir. Alors, le non-paiement de garantie, est-ce qu'on peut parler de non-paiement de garantie? C'est non-paiement de la créance. Maintenant, s'il s'agit, n'est-ce pas, des engagements de signature, là, c'est autre chose. Parce que ici, ça veut dire que vous n'avez pas les débours nécessaires, n'est-ce pas, pour exécuter le marché, etc. Ça veut dire qu'ici, il y a une insolvabilité, n'est-ce pas, envers le banquier. Ça veut dire que vous risquez de perdre votre dépôt. Vous risquez également de perdre même l'hypothèque. Parce que n'oublions pas que dans certaines, on l'a dit, dans certaines cautions, il y a possibilité même de donner une garantie réelle. OK? Donc, en cas de non-respect de ces cautions-là, vous perdez déjà votre dépôt. Ensuite, la garantie réelle risque d'être exécutée. D'accord. Et il y a Mathisen depuis Thiès. Oui. Donc, elle dit, est-ce que le bien garant qui ne vaut pas 5 millions, par exemple, peut être hypothéqué par des microficants? Du tout. Ce n'est pas normal. Et s'ils le font, venez, vous lui dites qu'il peut venir nous voir à l'Observatoire. Ce n'est pas normal, la réglementation est très claire. Est clairement définie. Une valeur de bien qui ne dépasse pas 5 millions, on ne doit pas l'hypothéquer. Aussi bien dans les institutions de microfinance que dans les banques. Ça, il faut vraiment que ça soit très clair. Il y a certains agents véreux qui peuvent le faire, mais c'est interdit. Interdit. Monsieur. Oui? Oui, allez-y. En fait, dans le cas de crédit documentaire, comment la banque de l'importateur peut se prémunir de risque d'échange? Alors, le risque d'échange, maintenant, ça c'est un risque. On va demander n'est-ce pas, à l'importateur de prendre un certain nombre de produits dérivés. Il y a ce qu'on appelle l'option. Il y a ce qu'on appelle également les swaps. Vous savez, sur le marché international, lorsque vous voulez également faire des transactions en devises, etc., il faut se prémunir contre ces risques-là et acheter ce qu'on appelle des produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des produits de couverture contre le risque. Il y a les options, il y a les swaps, et il y a une possibilité également pour la banque de déterminer ce qu'on appelle le cours à terme, c'est-à-dire le cours à déterminer pour une période bien précise, à 3 mois ou à 6 mois. Okay? C'est des instruments classiques que les banques utilisent sans pour autant le dire aux clients. Okay? Mais ça, ils le proposent lorsque vous êtes en situation, n'est-ce pas, de transaction avec une devise qui est assez risquée, une devise telle que le dollar, telle que le yen, etc. OK? Il y a les options, il y a les shops, il y a également le contrat à terme également. Oui? Dans le cas d'impôt de marchandises, qu'est-ce qui prend en charge le Micro, s'il vous plaît. Oui, prenez le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez... Je disais, dans le cas de l'import de marchandises, qu'est-ce qui prend en charge le coût du transport de la marchandise? Le coût, c'est intégré dans votre facture. Hein. Vous savez, l'exportateur, il envoie maintenant. Tout ça, il faut tenir compte. C'est comme quand vous me dites les frais de douane qui les supportent. C'est vous. OK? Voilà. C'est vous l'importateur. Monsieur, donc par rapport à l'exportation, moi j'avais une fois essayé avec un partenaire chinois donc, qui voulait me vendre de l'ail. Oui, de l'ail. Ouais. Donc moi j'avais pas d'argent, mais quand même j'ai essayé un peu de discuter avec lui. Ensuite il m'a dit que donc, pour l'importation de cette marchandise, il faudra que je donne une avance de 30% pour que la marchandise soit donc livrée ici. Après, donc le reste on règle ça par documentaire. Et vous lui avez donné les 30%? Non, vous n'avez pas les 30% parce que moi j'avais... Heureusement que vous n'avez pas les 30%. Oui. Parce que ça c'est normal. Parce que vous savez, en matière de commerce international, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Vous ne connaissez pas votre interlocuteur, donc il est beaucoup plus prudent de passer par les banques ou par
en tout cas un intermédiaire financier qui connaît quand même le... Et vous savez, en matière de commerce international, que vous soyez l'importateur, exportateur, tout se règle entre banques. Effectivement. Tout se règle entre banques. Parce que si vous lui donnez 30% et puis qu'il ne vous donne pas, vous encourez, n'est-ce pas, un risque important. Alors, il me demandait ces 30%, alors moi, je ne savais pas que... Alors, heureusement que vous ne lui avez pas donné les 30%. Il faut passer par vraiment le commerce international. Non, mais j'ai essayé avec une banque, je pense que c'était la CBAO. Oui. Donc, ils m'ont dit qu'ils ne supportent pas ces arts il faut aller voir les autres. C'est parce que je pense que c'est plus ici votre qualité de promoteur, c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils ne supportent pas ces genres d'activités, parce que toutes les banques sont des banques internationales, mais c'est parce que c'est lié à la qualité, n'est-ce pas, à votre qualité de promoteur. Parce que comme c'est une première opération avec eux, pour eux c'est une opération hautement risquée. Hautement risquée, parce qu'ils se disent que est-ce que quand je vais payer pour ce client-là, et en retour, est-ce que ce client va me payer? Parce que la banque règle en amont. Maintenant, en aval, maintenant, il va se retourner auprès du client. C'est ça. Oui, on va avoir les fonds. Oui, allez-y, les fonds. Bon, moi j'ai une question. Par exemple, j'ai une entreprise, j'ai déjà créé l'entreprise. J'ai des fonds, mais il y a des matières premières que je dois acheter régulièrement. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, je peux prendre de l'argent que je bloque au niveau de la banque et à chaque fois que le fournisseur me fournit mon livre de matériel, qu'il le tire au niveau de ses fonds? Comment ça se fait au niveau des banques? C'est ça ma question. Vous dites que pour la matière première? Oui, par exemple, en tant qu'entreprise, il a besoin des matières premières. Oui. Maintenant, ces matières premières ne sont pas disponibles au Sénégal. Oui. Mais à chaque fois, il le prend de l'extérieur, en dehors du Sénégal. Mais il y a l'argent qui est liquide. Maintenant, comment on fait avec la banque pour mettre à disposition de l'argent pour le fournisseur? Maintenant, à chaque fois qu'il envoie des marchandises, qu'il puisse puiser Oui, mais ça, c'est la banque qui va proposer justement en fait une lettre documentaire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé même de prendre sur votre argent. La banque vous propose un crédit documentaire. OK? La banque règle d'abord en amont. Vous n'êtes pas obligé de prendre sur votre argent. Maintenant, plus tard, maintenant, lorsque vous allez vendre la marchandise, vous pouvez quand même faire ça. C'est l'intérêt de là, quand même, des conditions de relâche. OK? Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui s'enrichissent, vous savez, sur le crédit documentaire, hein, et les conditions de relâche. La marchandise arrive, vous vendez, vous remboursez à la banque. Vous vendez, vous remboursez à la banque, jusqu'à épuisement du stock là. Mais le stock est bien, n'est-ce pas, gardé quelque part. Donc, c'est des conditions de relâche qui sont bien précisées, n'est-ce pas, dans l'entrepôt. OK? Alors, les fonds, parce qu'il est quelle heure là, parce que je veux qu'on puisse avoir... Monsieur Diadjou, est-ce que vous pouvez relancer Monsieur Dia, si c'est possible? Je lui ai envoyé ça. D'accord. S'il vous plaît, hein, pour qu'on puisse disposer de ces formulaires dans 15 minutes maximum. Alors, les fonds d'appui, alors vous voyez qu'on a beaucoup insisté sur les banques et les institutions de microfinance, mais il faut savoir qu'au-delà de ces intermédiaires commerciaux, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place par l'État. Ça, je le dis très fort. L'État a mis en place beaucoup de dispositifs de financement. Si je vous recensez les fonds, vous allez dire que ça peut même être une quarantaine de fonds. Et c'est des fonds sectoriels, des fonds spécifiques, des fonds qui ciblent en tout cas un certain nombre de segments de la population. Alors, et l'intérêt de ces fonds, c'est que ça permet d'appuyer les entrepreneurs qui ne disposent pas forcément de garanties exigées par les établissements de crédit. Et parmi ces fonds d'appui, on a la DER. La DER femmes jeunes cible les femmes, quel que soit l'âge. C'est une discrimination, positive ou négative, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme si les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes. Bon, on peut le dire a priori. L'autre aspect, c'est que ça cible les jeunes. Les jeunes ici, je pense que la tranche d'âge, c'est 35 ans, non? Je pense, OK. Voilà. Alors, la DER, maintenant, a plusieurs lignes de financement. Il y a ce qu'on appelle
les financements directs, mais dont le montant ne dépasse pas des montants assez modiques. Hein. Donc, c'est des sommes vraiment maîtrisables. 500 000, 200 000, 300 000, 400 000, tout ça. Ça, c'est des lignes de financement DER. Et la DER les appelle les bourses de la DER. Donc ça, c'est des dossiers à déposer au niveau de la DER et vous n'avez pas besoin de passer par une institution de finance. Bon. Maintenant, l'autre volet de la DER, c'est le financement par l'intermédiaire quand même des banques et des SFD. Et dans ce cas, vous venez déposer le dossier au niveau de la DER. La DER étudie la faisabilité ou la rentabilité du projet et vous oriente maintenant vers une institution de financement. Et la première chose que la DER fait, si vous n'avez pas de compte, c'est de vous aider à ouvrir un compte au niveau de cette institution de financement. OK? Et donc, maintenant, à charge à cette institution de financement de vous financer, mais à un taux d'intérêt qui ne dépasse pas 5%. 5%, c'est ce qu'on appelle le taux bonifié. Au-delà de ça, vous avez le FONGIP. Alors, le FONGIP ne finance pas. Ça, il faut qu'on se le dise. Hein. Mais le FONGIP apporte ce qu'on appelle une lettre de confort. La lettre de confort, c'est une garantie. Vous savez, le problème des entrepreneurs, c'est les garanties. On en avait parlé de ça. Les garanties, presque toutes les banques en demandent. Maintenant, le FONGIP va apporter 80% de la garantie. Il va dire à la banque ou à l'institution de microfinance, financier, ce promoteur-là. Maintenant, je mets 80% de garantie pour le projet. Ça veut dire qu'ici, vous donnez un peu de confort à la banque pour pouvoir financer. Maintenant, les 20% par contre, c'est un apport du promoteur. Vous voyez un peu ce qu'on disait depuis hier? L'apport personnel. Alors, attention par contre, lorsque vous êtes défaillant, c'est-à-dire lorsque vous ne pouvez pas payer à cette banque-là, ne pensez pas que la banque, certes, ne va pas vous poursuivre directement, mais le FONGIP va vous poursuivre. Parce qu'il a donné sa garantie. La banque va poursuivre le FONGIP va rembourser, et le FONGIP va se retourner. C'est une action pénale. Hein? Ah ben oui, l'argent du public, une action pénale. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne rentabilité du projet avant même de bénéficier quand même de ça. Mais c'est une opportunité à saisir. Je sais qu'ils sont en mutation institutionnelle pour pouvoir maintenant faire le financement direct. La mutation institutionnelle, c'est le fait de créer maintenant un établissement de crédit au niveau du FONGIP. Donc, le FONGIP, ça, il faut l'avoir également en ligne de mire. Pour vous accompagner plus tard, je sais que la mutation institutionnelle est là, à vous, n'est-ce pas, faire bénéficier de crédits directs, sans passer par maintenant les banques. Il y a le PAPEJ qui est au niveau de l'ANPEJ. Hein. Je pense qu'ils font beaucoup également d'appui sur les projets des jeunes. OK, maintenant, je pense qu'ils ont des secteurs prioritaires. Hein. L'agriculture, la pêche, etc. Et ils sont plus orientés vers le financement des jeunes aussi. OK? Ils sont à Castor. Donc, je pense que c'est un projet également à saisir. La Place et Prix, alors c'est une plateforme de financement qui était plus destinée au départ à appuyer les émigrés qui vivaient en Italie. Donc, c'est la coopération italienne qui a mis en place une trentaine de milliards. Au départ, c'était ça. Donc, favoriser le retour des émigrés au Sénégal. Donc, les aider à monter des projets et à financer. Mais ils se sont rendus compte que le problème de l'immigration, ce n'est pas ceux qui sont là-bas. Le problème de l'immigration, c'est de faire en sorte que les gens n'y aillent pas. Donc, le projet Place et Prix a intégré maintenant un volet, faire en sorte que les gens ne quittent pas le terroir. Donc, vous êtes éligible à ces projets-là. Donc, ça cible aussi bien les gens qui sont en Italie que les gens, n'est-ce pas, qui sont sur place. Alors, il faut également s'informer sur ces projets-là parce que je sais qu'il y a une nouvelle réorientation, je vous le dis. Ils sont à Mermoz, après en face du magasin Auchan. Vous verrez Place et Prix qui est
qui est bien, n'est-ce pas, à droite. N'hésitez pas à aller vous informer parce qu'il y a des niches de financement, je vous le dis. OK? Monsieur Diop, juste une contribution. Oui. Dans cette lancée, on a aussi le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Absolument, le Fonds national de promotion FN. féminin. Et puis c'est une discrimination toujours à M. Diédiou. Eh ouais. Une discrimination qui ne dit pas son nom encore. Voilà. Et si quelqu'un peut passer au niveau de M. Dia, Oui. donc il a déjà imprimé. Voilà, le je pense qu'il document. faut quelqu'un peut passer voir Il y a M. une Dia. partie qui est déjà disponible. Voilà. Et ceux qui suivent à distance, Oui, à ça distance. sera posté d'ici quelques Monsieur minutes. Sané, vous allez nous aider? Alors, il y a le 3FPT, on en a parlé hier. Je pense que on a bien apprécié l'expérience que vous avez là, la bourse. Le 3FPT ne vous donne pas de l'argent, mais vous appuie. Ça aussi, c'est plus important que le financement. Et je pense qu'il faut exploiter ces opportunités. Il y a le FAISE qui est le fonds d'appui, n'est-ce pas, à tout ce qui est sénégalais de l'extérieur. Également, je pense qu'il y a des niches à prendre parce qu'ils s'intéressent également aux gens qui sont dans les terroirs. OK? Le FOPROMEX, alors c'est un fonds qui est plus destiné à aider les exportateurs. OK? Parce que c'est un fonds de promotion des exportations. Il se trouve à l'ACPEX. Donc ça aussi, pour ceux qui ont quand même une dynamique de 1, vous ne savez pas. Donc il faut s'informer. Il peut vous aider dans l'organisation des foires, à participer aux foires, etc. OK, au salon. Parce que ça aussi, c'est du benchmark. C'est de l'appui technique et vous avez besoin de ça. OK? Vous avez le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, M. Diédiou. Etc. J'ai mis etc. parce qu'il y a une quarantaine de fonds. Si on était en train de lister ça ici, on allait quand même passer toute une journée. OK? Il y a une trentaine ou une quarantaine de fonds. OK? Donc, c'est... Oui? Oui, prenez le micro. Je disais pour les fonds d'appui, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés sur le secteur des TIC, par exemple? Ah oui, il y a, je pense, il y a 2 ou 3 fonds qui sont spécialisés. J'ai oublié le nom, mais si vous m'envoyez un mail, je vais vous dire. Il y a 2 fonds qui s'intéressent un peu même à la promotion des start-up qui sont dans l'innovation technologique. OK? Parce que de plus en plus maintenant, allez même voir à l'aide des PME, je pense qu'ils sont dans cette dynamique même d'appuyer. Et puis il y a l'ADER également qui a mis en place même un fonds, n'est-ce pas, pour tout ce qui est les projets TIC. Et ils appuient beaucoup justement tout ce qui est projet de TIC. OK? L'ADER et l'aide des PME. OK? Très bien. Bon. Les tontines et finances solidaires, c'est un modèle de financement basé sur le principe du crédit rotatif. Bon, ça, on va pas trop insister parce que je pense que ça peut être important, mais lorsqu'on dépasse une certaine taille financière, on n'a plus besoin de tontines. Il y en a qui font ça ici? Même chez les hommes, il y en a. Et comment ça marche? Il faut nous expliquer un peu. On verse par exemple Micro. C'est-à-dire, il faut nous expliquer. On connaît le principe de la tontine, mais expliquez-nous comment la tontine peut vous permettre de financer un peu une activité lucrative, quoi. Allez-y. Moi, la tontine que j'ai participé, on verse chaque mois 10 000 francs. Et quelqu'une prend la somme totale. Et l'autre mois, une autre va prendre. Est-ce que vous l'utilisez pour une activité lucrative ou est-ce que c'est juste... Parce que ce qu'on veut, n'est-ce pas, faire ressortir, c'est que la tontine peut être un moyen de financement de l'entrepreneuriat. Vous voyez un peu? Est-ce que ça vous aide un peu où les sommes mobilisées sont très modiques? Oui. C'est ça la limite principale de cette tontine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est pourquoi on ne va pas trop... Oui.
j'ai dit que la tontine, la plupart des gens qui s'associent, surtout les femmes, utilisent ça pour l'achat de biens de consommation. C'est ça, absolument, tout à fait. Pas pour financer des projets qui sont un peu C'est ça. quand même rentables. C'est ça, exactement. Oui. Ouais. Oui, derrière, absolument. Vous pouvez passer le micro derrière. Bonjour, Oui. c'est pour un peu partager en tout cas une découverte que j'ai faite ces temps-là. Oui. Il s'agit d'une société Top New Vision, Oui. société créée au Togo et qui s'investit dans la finance solidaire, particulièrement dans la tontine. Mais il s'agit d'une tontine, disons, Web 2.0, sinon 4.0. 4.0, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Qui développe c'est le taux d'intérêt ou le 4.0? La stratégie de réseautage, du marketing de réseau. Donc, pour entrer, il s'agit de Cash Express. Pour entrer, faire partie de la tontine, il faut donner 1000 francs. Et maintenant, quand on donne 1000 francs, chaque vendredi, on gagne 3000. C'est ça. Donc, le principe se fonde sur l'effet de levier. Oui, c'est bien. Le travail du membre se limite à la recherche, au développement de son réseau. C'est ça. Et il y a des paliers à gravir, jusqu'à 8. Donc, au fur et à mesure que son réseau se développe, au fur et à mesure s'agrandit, n'est-ce pas? Au fur et à mesure aussi que, disons, ses bénéfices, en tout cas, augmentent, ses profits. Donc, et on peut aller jusqu'à des millions, jusqu'à 20 millions même. Et la finalité de ça, c'est le financement, disons, l'autofinancement des projets. C'est ça. Ouais. Absolument. Et c'est en ligne. Et il y a d'autres, comment dirais-je, offres. Il y a Cash Product ou bien Cash Express Plus qu'on peut demander, commencer par 10 000 francs. Et ainsi de suite. Absolument. Donc, c'est très bien. En tout cas, c'est une expérience qui semble innovante en tout cas. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors pour la finance islamique, on en a parlé tout à l'heure, hein, les domaines d'intervention, c'est toute opération financière, commerciale, mobilière, immobilière. Mais attention ici, ici on ne finance pas des actifs en rapport avec des activités prohibées par la charia. Voilà, ça, le jeu hasard, etc. Ça, on n'a pas besoin de commenter. Et avec la finance islamique, il n'y a pas d'intérêt à payer, on l'a dit, hein, parce que ce soit un intérêt débiteur ou un intérêt créditeur, c'est prohibé. Ok? Pas d'exigence d'apport en fonds propres, ça aussi c'est une opportunité. Les procédures sont beaucoup plus simplifiées parce qu'on part du principe PPP, partage des profits et des pertes. La banque partenaire a une grande influence sur l'activité. Pourquoi? Parce que si vous gagnez ensemble. Mais si vous perdez, vous perdez. Donc, elle va prendre beaucoup d'actions, n'est-ce pas, sur votre... OK? Voilà, je veux que vraiment qu'on... Rapidement, pour le temps qu'il nous reste, hein, que tout le monde puisse voilà, avoir les dossiers là. Et je veux que tout le monde remplisse ça. Hein. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors, c'est une simulation individuelle. Hein. Je veux que tout le monde travaille sur son projet individuellement. Chacun doit remplir ce canevas, type de dossier de crédit. Hein. Donc, vous êtes à la place, n'est-ce pas, vous êtes le client. Vous remplissez ça et puis après, on va essayer de sélectionner, n'est-ce pas, un comité qui va voir est-ce que votre projet est éligible ou non. OK? Donc, tout le monde remplit ça individuellement. OK? Donc, remplissez le maximum de projets possibles. Hein, et puis, on va faire le... OK? On va faire le B2B entre des banquiers et des... OK? Remplissez le maximum de projets. Ne renseignez pas la question 4 et 5 ans. 4 et 5, ne renseignez pas, parce que c'est le banquier qui doit renseigner ça. OK? 4 et 5, vous ne renseignez pas. Hein.
Parce que c'est une analyse du risque que le banquier doit faire. Ah, elle pose une question pour ceux qui n'ont pas ouvert un compte. Ça veut dire que vous voyez la difficulté. Dites-vous que vous êtes dans la peau de ça. Dites-vous que vous avez déjà ouvert un compte. Alors, pour la capacité de financement ou de remboursement, vous devez l'exprimer en unité monétaire. Hein? OK? C'est différent du ratio de capacité de remboursement. OK? Hein? Je disais que la capacité de remboursement, il faudra l'exprimer en unité monétaire. La capacité de remboursement, il faut l'exprimer en unité monétaire. OK? Alors vous voyez un peu, vous vous trouvez dans la peau maintenant de... Hein? Oui, allez-y. Oui? Hein? La capacité de remboursement, c'est ce que vous allez pouvoir payer, n'est-ce pas, à la banque en fonction de ce que vous gagnez. C'est-à-dire votre capacité de remboursement. Supposons que la capacité de remboursement pour vous, c'est quoi? C'est l'ensemble des bénéfices moins les charges que vous enlevez. OK? Et donc ça vous donne une capacité de remboursement. S'il vous plaît, la capacité de remboursement, on l'avait vu la dernière fois, c'est le bénéfice moins les charges. C'est ce que vous pouvez maintenant, c'est cette capacité qu'il faut confronter avec votre mensualité. Si la capacité de remboursement est supérieure à la mensualité, ça veut dire que le crédit est soutenable. C'est bon, on a fini là? Hein? Oh là là! Oui? Moins les charges, oui. Oui, l'ensemble des charges. Hein? L'ensemble des charges. Hein? Qu'est-ce qu'on dit dans le bénéfice? Est-ce que c'est le bénéfice net ou non? Qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis? Oui, mais il peut y avoir d'autres charges hein, aussi. Les charges personnelles du promoteur. Vous voyez un peu? Non, le nom de la caution, il n'est pas dit que forcément c'est vous. Hein. Ça peut si c'est vous, d'accord. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il faut mettre son nom. Si c'est vous qui mettez la caution, tant mieux. Est-ce qu'on a fini? Hein? Très bien. Maintenant, le but de la manœuvre, hein, c'est que vous avez rempli vos projets. Maintenant, on va faire une inversion des rôles. Hein. Ce que vous allez faire, vos projets-là, vous allez donner ça à vos camarades de gauche. Et vos camarades de gauche, OK, vont donner leur projet à eux. Et eux, ils vont, n'est-ce pas, vous donner, n'est-ce pas, leur projet. Okay. Je me fais comprendre? Vous donnez vos projets à ceci. S'il vous plaît, vous remettez vos projets à là-bas. OK? Et vous remettez vos projets, n'est-ce pas, on y va. Écrivez vos noms hein, pour qu'on vous rende ça après, quoi. OK? Hein? Occupation, c'est la fonction. Hein? On y va? Vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Donc il faut être très vigilant en termes de... Remettez vos copies aux autres. Et là-bas, vous remettez vos copies à ceux qui sont ici. On y va là? Vous avez remis vos copies à ceux-ci. Alors, ce que je voulais, s'il vous plaît, le temps nous est très contraint. Donc on est là même à l'heure. Hein. Maintenant, je voulais... vous avez vu un peu le but de l'exercice? C'est de vous mettre dans une situation de remplissage de votre demande de dossier de crédit. Et c'est le même canevas que le banquier aura tendance à vous faire renseigner. Maintenant, il y a juste peut-être une partie qu'il va renseigner, c'est la partie 4 et 5. Parce que c'est l'analyse du risque et les recommandations. OK? Et donc ça, maintenant, ce que je voudrais que vous me fassiez, et que je compte sur peut-être votre haute compréhension, comme le temps nous est contraint, vous avez échangé des dossiers.
je veux que chaque groupe soit un pool de bailleurs de fonds. C'est-à-dire, je considère que chaque groupe est constitué d'un comité de crédit. Oubliez la casquette de promoteur. Je veux que maintenant que vous m'étudiez les dossiers qui passent et les dossiers qui ne passent pas. OK? Ça donc, je ne sais pas si... S'il vous plaît. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, oh là là. Alors, s'il vous plaît, peut-être que moi, je n'aurai pas le temps d'être présent demain, après, donc, parce qu'il y a un autre cours, mais je compte sur votre haute compréhension. Je veux que tout dossier soit étudié avec la plus grande rigueur. OK? Et si ça ne passe pas, il faut dire, n'est-ce pas, à l'autre pourquoi ça ne passe pas. OK? Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà. Je veux que donc que vous continuez, n'est-ce pas, à étudier ces dossiers-là. Et après, vous allez dire à chacun pourquoi son dossier ne passe pas. Alors, avec toute objectivité, hein, ce n'est pas le nom de la personne qui vous intéresse ou la tête. C'est la faisabilité du projet. OK? Oui? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Maintenant, bon, à la maison, le problème c'est que... vous n'avez pas fini? Oui, mais c'est ce qui n'ont pas fini. Bon, le problème c'est que c'est ce qui n'ont pas fini et c'est ce qu'ils ont déjà rendu. C'est ça le problème. Vous voulez qu'on vous donne tous les dossiers, demain maintenant vous échangez? Le problème c'est qu'après ça risque d'être très compliqué, quoi. OK? C'est juste un échantillon. Hein. Maintenant, vous pouvez poursuivre la réflexion. OK? Maintenant, dans chaque groupe de bailleurs, hein, s'il vous plaît, vous allez, n'est-ce pas, étudier avec la plus grande rigueur les dossiers qui passent. Les dossiers qui passent, il faut faire les annotations. Hein? Question 4 ou 5, c'est là où il faut mettre les annotations. Si ça passe, vous dites pourquoi. Si ça ne passe pas, le pourquoi. OK? Et vous allez remettre le dossier, n'est-ce pas, à qui de droit. OK? Et chacun aura quand même sa position. OK? Voilà. Islamique. Concernant ça, les informations, la caution, tout ça, moi je pense que... Non, on va vous demander la caution. On peut vous demander la caution. On peut vous donner la caution. Maintenant, tout dépend du type de caution. Oui, la caution, ça peut être un apport personnel peut-être de 5%. Souvent, on ne vous demande pas d'apport personnel quand vous êtes un bon client. Mais comme vous venez, vous êtes un nouveau promoteur, ce n'est pas évident. Bah, un peu. Mettez la caution. C'est beaucoup plus sûr. Hein? Oui, le mail c'est DR Aliou Diop. Attendez, je vais. Ah si, il faut le mettre, c'est la mensualité. Oui, il y a quelqu'un qui le veut. Hein? C'est bon, est-ce que tout le monde a échangé là? Hein? Bon, vous avez pris une option assez... Hein? Maintenant, je vais laisser mes contacts pour... Alors, je pense que par la suite, nous aurons à... S'il vous plaît, oh là là. Par la suite, nous aurons... Alors, on va poursuivre le process après, parce qu'il y aura un accompagnement plus individualisé en fonction de vos business plans, OK? Donc, en B2B, selon un planning qui sera peut-être défini avec la directrice, OK? Donc, pour vous mettre plus à l'aise dans votre business plan. Il y a certains qui m'ont déjà envoyé. Je suis en train de les étudier pour leur faire un retour. Mais de façon formalisée, il y aura un planning où j'aurai le temps quand même de passer ici ou, n'est-ce pas, au bureau. Comme ça, nous aurons le temps de pouvoir faire un accompagnement plus rapproché. Avec même le tableau de simulateur. Comme ça, on pourra sortir tous les éléments dont vous avez besoin. Donc, c'est mon mail. Et puis voilà, si vous avez besoin de questions spécifiques sur le cours ou les autres éléments, n'hésitez pas. Okay. Voilà, donc continuez avec... entre banquiers, vous allez étudier les dossiers, OK? J'ai vraiment une objectivité, hein? OK? Parce que je vais vérifier ça, n'est-ce pas, à distance, quoi. Pour voir si tout est OK, OK? Après, rendez, n'est-ce pas, chaque fiche, n'est-ce pas, acquis de droit. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Voilà, c'est ça. Voilà, merci Diop encore pour la collaboration. Merci.